à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode du podcast ABD. Je reçois Seb Durand, on va parler de la prépa physique spécifique. Seb Durand qui est préparateur physique dans le tennis, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, qui s'occupe notamment de Dimitrov. Et donc on va parler de cette PPS, de la prépa physique spécifique. Je vais citer Fred Aubert pour démarrer, qui est un fervent défenseur du sujet, puisqu'il dit « La prépa physique est spécifique ou n'est pas, elle est pertinence ou perte de temps. Les mots ne sont pas trop forts. » Oui, très important effectivement, parce que si on s'éloigne beaucoup trop de la pratique, on va développer toutes les qualités physiques qu'on peut imaginer, mais il n'y aura aucun transfert dans l'activité. Donc on peut avoir un joueur qui peut être très fort, qui peut être très rapide, très endurant, très tout ce qu'on veut, et en même temps, c'est champion de l'entraînement physique. Mais concrètement, sur le terrain, quand il joue, est-ce que ça se voit ? Est-il perçu comme plus fort ? Est-ce qu'il est plus fort ? Est-ce qu'il est plus endurant ? Est-ce qu'il est plus rapide ? Et la question, pour moi, elle est essentielle, de partir de l'activité pour savoir où sont les besoins. On a un joueur qui fait le 0-10 mètres, super, il est extrêmement rapide, mais par contre, concrètement, quand il arrive sur le terrain, il défend mal. Voilà. Donc nous, on pourrait se dire, en tant que prépa physique, moi j'ai fait mon boulot. Pas mon boulot. C'est mon boulot, moi, il court plus vite. Mais c'est pas satisfaisant. Parce que moi, ce que je veux, c'est que concrètement, il se sente et il soit, évidemment, plus rapide sur un terrain. Ou plus fort, ou plus explosif, enfin, peu importe ce qu'on recherche. Mais d'où cette notion extrêmement importante de se dire, je développe des qualités physiques, oui, mais je dois le voir concrètement sur le terrain. On veut pas un joueur fort en développé couché, on veut un joueur fort en coup droit. Il y a eu cette dérive au tennis, il y a eu cette dérive où à un moment donné, on ne jurait que par ça. Donc on avait des joueurs de tennis développés couchés, ils arrivaient 110, 120, 130, 140. Moi, je raisonne de la manière inverse, c'est-à-dire que je me dis en quoi le fait qu'il ne soulève pas ou qu'il ne soit pas rapide de telle manière en dehors du terrain va être un facteur limitant pour sa performance sur le terrain. En fonction évidemment femme-homme, en fonction du sexe et en fonction de l'âge, bien sûr. Mais c'est vraiment ça ce que je me dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur qui n'est pas sur le 0,5 mètres ou le 0,10 mètres capable de faire moins de tant de secondes, pour moi, sur le terrain, même s'il va être à 100% sur le terrain, ce sera un facteur limitant. Mais à l'inverse, on reprenait l'exemple du développé couché, un joueur qui fait 140 kg au développé couché, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Fort jusqu'à quand ? Voilà. Endurant jusqu'où ? Mobile jusqu'à quel point ? Avoir des VMA à 24 km/h, ça ne sert à rien. On n'a pas envie d'en faire des marathoniens, on n'a pas envie qu'ils soient haltérophiles, on n'a pas envie qu'ils soient contorsionnistes. Voilà. Il faut que ce soit, en tout cas pour le tennis, des décathloniens, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'être forts, voire très forts, dans tous les domaines et surtout de l'être sur le terrain. Ça repose quand même sur une connaissance très fine de l'activité. Est-ce que finalement, le premier élément qui doit être spécifique, c'est pas le préparateur physique ? Ouais. C'est sûr qu'il y a une base de toute façon qu'on connaît, qui est, voilà, on disait force, vitesse, endurance. Ça, c'est une base qui est importante. Maintenant, si on veut vraiment aller parce que ce sont des Formule 1 dans leur activité, on parle des 30, 40, 50 meilleurs joueurs du monde, être capable d'analyser le jeu, connaître l'activité, l'avoir pratiqué aussi, ça aide. Je ne dis pas forcément à un bon niveau, mais ça aide pour comprendre quels sont les besoins, quelles sont les ressources dont on a besoin pour un changement de direction, pour monter à la volée, un service. Faire 3 heures de service pendant un match, ça implique quoi au niveau de l'épaule ? Ça veut dire quoi ? Et ça, si on ne l'a pas vécu soi-même, ça peut être limitant. Ça peut être limitant sur la réflexion qu'on a par rapport à l'activité et donc la conséquence, c'est-à-dire le choix des exercices qu'on a, mais ça a une conséquence aussi dans la relation qu'on a avec le joueur. Parce qu'à un moment donné, si je ne parle pas le même langage que lui, s'il veut communiquer des choses je sentis que j'avais moins d'explosivité sur tel angle au service ou avec des mots parfois un peu techniques. Il y aura une déperdition dans le message. Dans la communication, ça aide. Donc, c'est mieux. Évidemment que c'est mieux. C'est mieux. Ouais. On se demande même de plus en plus si l'avenir de notre métier n'est pas l'apanage de spécialistes. Ouais. Alors après,
nous, en tant que préparateurs physiques, on a quand même une connaissance via aussi les outils scientifiques, via pas mal de choses avec un bagage technique qui est quand même important. À nous, je pense, ce bagage technique, toutes les connaissances théoriques qu'on a, plus l'expérience, de chercher à l'adapter aux joueurs, bien sûr, aux joueurs et à la joueuse, mais aussi à l'activité. Un spécialiste, pour moi, reste spécialiste de l'activité, mais il va falloir qu'il récupère quand même beaucoup sur les connaissances techniques. Même sur les connaissances purement méthodologiques et technico-tactiques de sa propre discipline. On observe assez souvent chez les grands experts, y compris des entraîneurs, des gens qui n'ont pas forcément fait ce travail de réflexion sur leur propre discipline, de modélisation des besoins de leur propre discipline, et qui ont développé tout un tas d'expertises, évidemment, ultra pointues dans la technique, dans la transmission de la technique, dans le réglage fin, etc., mais qui n'ont pas été jusqu'au bout de l'expertise dans la modélisation de l'activité. Et qui, du coup, même s'ils sont spécialistes, ont parfois une lecture moins pointue, finalement, que des généralistes qui font cet effort-là. C'est très bien aussi d'avoir un... C'est pour ça que maintenant, je vois les préparateurs physiques dans les équipes des joueurs, c'est une valeur incontournable parce que ça apporte un regard extérieur. C'est pour ça d'avoir une équipe, les joueurs maintenant. Avant, il y avait le joueur qui arrivait tout seul. Il arrivait avec son sac, ses raquettes, il arrivait sur le terrain d'entraînement où il était tout seul. Puis après, il y avait le joueur et l'entraîneur de tennis. Puis après, il y avait le joueur, l'entraîneur de tennis et le prépa physique. Et maintenant, on voit le joueur, l'entraîneur tennis, donc le spécialiste, le préparateur physique, le kiné, et ensuite le kiné, et des fois on voit le médecin, des fois on voit le préparateur. Et c'est pour ça que des fois on se retrouve avec vraiment, quand le joueur a besoin sur les moments forts comme les grands chelems, d'une équipe entière. Mais chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi aujourd'hui, quand Grigor il récupère à la fin d'un match, mon premier réflexe, si je ne suis pas avec lui au moment de la récup et que le kiné là sur sa table, mon premier réflexe c'est comment il va. Sur la table, concrètement, le kiné, comment il va? Est-ce qu'il y a des tensions là? Est-ce qu'il y a des tensions là? Ou même en phase d'entraînement, comment il est aujourd'hui? Je viens récupérer cette information qui, pour moi, va être essentielle parce que le joueur va donner un retour, mais je veux avoir toutes les informations. C'est pour ça que si je peux assister à l'entraînement tennis, je le fais. Déjà parce que bon, ça m'intéresse, parce que je ne suis pas juste là à venir faire mon physique et puis le reste, je m'en fiche. Au contraire, tout m'intéresse, la globalité m'intéresse, mais je veux le retour du joueur, je veux le retour de l'entraîneur tennis, je veux le retour du kiné, et tout ça, je fais une espèce de tambouille un peu, et puis le lendemain, ça me permet de me dire, ok, j'avais prévu telle séance, peut-être que là, je vais affiner, ou je vais aller un peu plus sur tel et tel exercice, et ainsi de suite. Donc, tout ça va faire en sorte que ce sera des regards qui seront un peu différents, mais on doit en tenir compte, c'est indispensable. Alors justement, sur quoi tu te bases alors après pour choisir tes tests, pour choisir tes exercices? Tu raisonnes plutôt en termes de chaîne musculaire, en termes de mouvement, en termes de type de contraction, en termes de temps d'effort? Quels sont tes repères? Sur les tests, à proprement parler, moi je veux surtout que ce soit des tests qui soient reproductibles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est important pour moi, que ce soit vraiment proche de l'activité, pas tous, mais la plupart, que ce soit vraiment proche de l'activité. Donc très souvent, je les réalise, on parlait justement de préparation physique spécifique. Pour moi, je veux aussi, bien sûr, il y a des tests généraux qu'on fait en muscu et ainsi de suite, mais il y a aussi toute une part pour moi de tests spécifiques que je réalise. Ce sont aussi mes propres tests que j'ai créés, que j'ai inventés, pour lesquels j'ai des retours parce que je me suis créé mes propres outils avec mes propres bases de données. Mais je veux qu'ils soient capables à un moment donné de réaliser des allers-retours sur le demi-terrain de tennis le plus rapidement possible. Il n'y a pas de littérature, il n'y a rien. Ce sont mes tests, ce sont mes repères. Et à partir de là, je construis comme ça. Donc moi, c'est surtout que ce soit... On peut faire donc du spécifique reproductible. Voilà. Et reproductible dans son cas à l'autre bout de la planète. Parce qu'un terrain de tennis, c'est un terrain de tennis. Ouais. Et c'est ça l'avantage, c'est que normé. Si j'ai besoin à un moment donné de lui dire bah écoute, tu fais tel test, il se trouve un terrain de tennis, un chrono, et c'est parti. Soit peut être des longueurs de terrain, ça peut être des largeurs, enfin voilà, des choses très simples en utilisant les terrains de tennis. Mais voilà, pour moi c'est reproductible parce que tout au long de la saison, je vais pouvoir avoir un vrai fil rouge
pour savoir où on en est au niveau de ses qualités vraiment spécifiques sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est essentiel qu'il puisse le faire régulièrement. Parce que s'il me faut une machine ultra technologique, ultra complexe, c'est bien, je vais pouvoir le faire quand je vais être avec lui à un certain endroit, à un certain moment, on le fait, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et moi, ce que je veux, encore une fois, c'est que quand il bouge sur un terrain de tennis, il soit rapide, il soit endurant, il soit fort, et ainsi de suite. Moi, c'est ça qui m'intéresse. De toute façon, d'une certaine manière, c'est vrai que plus on met de la techno dans les protocoles d'entraînement, moins on est mobile. Donc, c'est vrai que... Donc, ouais, moi, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Très important pour moi. Pouvoir reproduire ça partout. Le spécifique. Il y a énormément de joueurs, de toute façon, qui s'entraînent physiquement. On sait que Federer il a énormément travaillé comme ça, en mélangeant vraiment, alors c'est le classique, la préparation physique intégrée, où on mélange les exercices spécifiques de physique tout de suite avec l'activité. Et ça, des schémas classiques, saut de haie, en plio, et derrière, je viens effectuer 2-3 matchs. Ça paraît ok, on le sait, mais n'empêche que ça a vraiment du sens. Et il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qu'on voit vraiment faire des séances physiques aussi sur le terrain. C'est quelque chose d'extrêmement important. De prépa physique associée, quoi. Exactement. On associe du travail orienté ou général avec du travail intégré. Ouais, il faut. Il faut parce que tu fais beaucoup ça. J'utilise, j'utilise beaucoup. Bien sûr. C'est très important. Et puis surtout, psychologiquement, ça permet vraiment aux joueurs qu'ils comprennent que ce qu'il fait en dehors, sur une piste, sur un vélo, sur un tapis de course dans une salle, ou toute la muscu qu'il peut faire en salle, ça va concrètement, au-delà de la mémorisation musculaire, ça va aussi parler concrètement, techniquement, dans le geste. Moi, il m'est arrivé, par exemple, sur des joueurs blessés, de se dire, voilà, tu es blessé au poignet, par exemple, et du coup, on va en profiter, on va faire tout ce qu'on peut, on va énormément travailler sur les jambes, ta vitesse, ta force, ta mobilité, on va travailler, tu as un petit déficit au niveau gainage, on travaille énormément, abdos, lombaires, gainage, posture, et ainsi de suite. Et n'empêche que j'arrive à des niveaux exceptionnels dans chacun des exercices, mais le premier entraînement de tennis, avec les premiers services, le lendemain, courbature. Donc le spécifique, rien ne remplace le spécifique, quelque part. Et on aura beau faire tous les exercices qu'on veut, jouer, en l'occurrence, puisque là on parle de tennis, jouer, c'est jouer. Et il n'y a rien qui remplace ça. Et il y a un troisième stade que moi j'ai constaté, c'est le match. Parce qu'on peut reproduire toutes les situations stressantes d'entraînement qu'on veut, être en match et avoir le stress par exemple au service de mettre une deuxième balle et ainsi de suite, derrière, courbature. Alors qu'en niveau abdos, il n'y a aucun problème, par exemple. Mais voilà. Du coup, toi, tu entraînes un joueur qui est particulièrement physique, quoi. Ouais, en plus, ouais. Mais donc du coup, ça c'est des choses qui sont à prendre en compte parce que on peut faire tout ce qu'on veut en dehors si à un moment donné, il n'y a pas cette habitude spécifique et le fait de jouer régulièrement. C'est pour ça qu'avant les grands chelems, il faut faire des séances sur le terrain de 3 heures. Parce que comment mieux se préparer à des matchs qui vont durer 3, 4, on a vu jusqu'à 5 heures, parfois dans des conditions avec les températures élevées et ainsi de suite, si ce n'est s'entraîner 2, 3 heures pour que son corps soit prêt. Nous, c'est ce qu'on fait souvent, c'est une séance physique collée à une séance tennis, ou tennis collé au physique, justement, pour que vraiment il y ait un volume d'entraînement important enchaîné. C'est quoi pour devoir gérer ça? C'est un truc un peu stable ou ça peut évoluer? Souvent, avant un grand chelem, on a tendance à augmenter la quantité de tennis. Donc on est sur minimum, on va jusqu'à 2 heures et demie, voire 3 heures. Mais le volume total de 3 heures lui reste assez constant, c'est ça? Ouais. Et puis derrière, on fait 1 heure et demie de physique pour vraiment rester sur un volume de 4 heures. Parce que derrière, quand j'arrive en match et que je fais un match de 4 heures, il faut que le lendemain, ça aille, quoi. Oui. Et il faut que musculairement, je sois prêt à encaisser la charge que ce match de 4 heures aura représenté. Et plutôt en post-fatigue, du coup? C'est-à-dire qu'il y a la prep physique qui arrive après le tennis. Alors, il y a un côté un peu psychologique où moi, encore une fois, là, c'est un peu le théorique et le pratique. Moi, j'aimerais, et je le fais de temps en temps, le faire en pré.
fatigue. C'est ce qui m'intéresse aussi. Ça dépend aussi des contenus, j'imagine. Quand on est sur de la vivacité, de la qualité Voilà. explosive, Mais il faut de la fraîcheur. Voilà. Mais en même temps, s'il y a un match d'entraînement avec, disons, une heure d'entraînement de gamme et après 1h30 ou 2 heures de match d'entraînement de prévu, c'est pas toujours évident par rapport aux joueurs ou à l'entraîneur de tennis de dire écoute, tu sais quoi, peut-être qu'on va accepter qu'il y ait une qualité un peu plus faible du tennis parce qu'on va faire du physique avant et qu'arrivé à ce moment-là, il sera touché physiquement plus. On y arrive, mais voilà, il faut aussi, par rapport aux mentalités, faire évoluer les choses. C'est pour ça que souvent, la fraîcheur est plutôt conservée sur l'élément le plus important qui est le tennis. Et donc, du coup, on rajoute quand même un travail en post-fatigue derrière. Alors du coup, je recadre juste un tout petit peu le débat pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est pas parce qu'on est dissocié qu'on n'est pas spécifique. Donc, par exemple, on peut faire des choix de mouvements dans la salle de musculation qui sont des mouvements transversaux, généraux, et qui néanmoins sont directement transférables et applicables au tennis. Je pense par exemple au travail de fente. Oui. Il est probable qu'en tennis, un travail de fente soit plus pertinent qu'un travail de squat, par exemple, en termes de transfert. Il ne faut pas faire de squat. Hein. Je fais juste une comparaison simple de deux mouvements dissociés qui appartiennent à une autre discipline, la musculation, et qui vont être plus pertinents que d'autres mouvements. Par exemple, il est probable que la presse à cuisse bénéficie d'un transfert très faible dans le tennis. Du coup, ma question, c'est est-ce que tu maintiens encore un volume important de travail dissocié, mais néanmoins spécifique? J'entends ta sensibilité sur le sujet. En salle de musculation, on s'est croisés notamment à la salle à Monaco au 39. Est-ce que ça, c'est un truc régulier dans la saison? Dès que vous avez une opportunité, vous retournez en salle de musculation pour pratiquer? Il y a, pour deux raisons. La première, c'est que je veux maintenir son niveau physique le plus élevé possible, voire quand j'ai un cycle de développement, je cherche à l'améliorer. Parce que le connaissant, tout dépend de la personne, mais le connaissant, je sais que de toute façon sur le terrain, il va transférer 100% de ce qu'il a, parce qu'il va s'engager physiquement. Donc je vais être dans cette partie spécifique, mais je vais être aussi dans cette partie plus générale, effectivement, en salle, où je vais chercher à améliorer, ou en tout cas à maintenir ses qualités de force tout au long d'une saison. Donc ce sont des exercices qu'on garde, ça c'est très important. Et la deuxième chose aussi, et c'est là où il faut faire attention, ça peut être la dérive un peu d'aller dans le tout spécifique, c'est que c'est bien là. Psychologiquement, ça fait beaucoup de bien, il passe déjà suffisamment de temps sur le terrain, en surrajouter encore ou aller vers des exercices encore spécifiques, bon, psychologiquement, ça peut être long et ça peut alourdir. Donc de temps en temps, de faire aussi des choses qui soient éloignées. Moi, je suis un grand fan de vélo aussi, pour améliorer la puissance, pas de choc. Pour la tête, ça fait du bien, on met le cerveau sur off. Ça paraît être très éloigné de l'activité, faire du vélo. Mais en même temps, une bonne séance de puissance sur un bon watt bike, sans faire de pub, je suis un grand fan. Et psychologiquement, on met la musique. Et là c'est parti, quoi. Donc effectivement, ça pourrait être éloigné du coup droit ou du revers, mais après, à nous de le retransférer. Et puis oui, qu'est-ce que la spécificité? Est-ce que c'est une spécificité exclusivement technique ou motrice? Ou est-ce qu'à un moment donné, si on dit, bah voilà, ce qui est important, c'est d'être capable de gérer ses relances de puissance, et donc à ce moment-là, on ne raisonne plus sur le mouvement, mais sur la puissance. Et donc, effectivement, un watt bike peut paraître pertinent. Sur le truc. Et psychologiquement, c'est très 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 important parce que ça renforce aussi. Donc j'aime bien en permanence garder ça, justement. Il y a déjà suffisamment d'éléments, il joue déjà suffisamment pour que ce soit aussi un juste équilibre en fonction des périodes, en fonction aussi des envies et des besoins, quoi. Bon, si je nous résume, effectivement, on partage un point de vue assez fort sur l'importance de l'approche spécifique. Et pour ça, il faut arriver à circonscrire extrêmement précisément la discipline et les exigences de la discipline. La façon dont le sportif lui-même aborde sa propre discipline, la façon dont il joue en l'occurrence, mais aussi ses particularités personnelles, ses besoins à lui. Ce qu'il aime aussi. Il y a des exercices qu'il aime, qui vont lui faire du bien et il va se sentir plus fort comme ça. Et donc si à un moment donné sur un travail de fente ça lui fait du bien et il se sent fort, et puis
Moi, dans le cas de Grigor, il a des qualités pliométriques assez exceptionnelles. Donc du coup, je sais que quand il va faire des sauts sur box, il va chercher à aller le plus haut possible. Des fois, c'est border dangereux, mais il se connaît très très bien. Donc, et du coup, il va sauter sur les box, on va faire de la plio, voire des fois de la plio haute. Et je sais que c'est peut-être pas l'idéal, on va dire, mais en tout cas, ça va le renforcer, ça va lui faire un bien énorme. Et je sais qu'il va s'engager à 100% dedans. Et c'est pas quelque chose qui est mauvais pour lui. Donc, à partir du moment où pour moi, c'est pas quelque chose qui est mauvais pour sa performance, au contraire, allons-y. Avec plaisir. Bon, écoute, génial. Merci pour toutes ces infos, pour ce partage. Avec plaisir, Merci avec d'être là. plaisir. Avec plaisir. Puis à très bientôt. À bientôt, ouais.